Nous sommes en ligne. Alors moi j'ai encore le générique dans les oreilles, il y a peut-être un décalage avec le son, c'est bizarre. Bonjour tout le monde, nous sommes en novembre 2020, c'est le Tranchant Live 94 et on va parler, de quoi va-t-on parler? Nous allons parler des extraterrestres en archéologie. Et avec un titre pareil, certains s'attendent à une franche rigolade. Il faut reconnaître que ceux qui croient aux visites des extraterrestres agrémentent leur version de détails et de réflexions qui défient souvent les lois du ridicule. Mais gardons-nous de la tentation de prendre tout cela à la légère, comme si ces croyances-là ne méritaient que notre mépris et le fouet cinglant du débunkage le plus expéditif. Nous avons sans doute à gagner à nous intéresser aux raisons pour lesquelles ces récits existent et rencontrent un succès indéniable depuis plus de 50 ans. Tu vas bien, j'avais un problème de son mais tout est réglé. Continue ton désolé, c'est très bien. Mais je poursuis, je te félicite, c'est très bien, il est très beau, il est bien écrit. N'est-ce pas, hein, c'est beau hein. Nous commençons à être familiers avec des histoires rocambolesques à base de soucoupes volantes venant sur Terre. Non pas avant-hier dans le puits du Dôme, sous la pleine lune au milieu d'une clairière, mais il y a 3000 ou 12 000 ans, quand une telle apparition ne pouvait manquer d'être interprétée différemment. Arthur C. Clarke disait « Une technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie ». Arthur C. Clarke a aussi traité d'idiot Eric Van Daniken, l'auteur du livre qui a fait connaître ce qu'on appelle la théorie des anciens astronautes. Cette théorie, qui est plutôt un scénario, dispose que la visite des extraterrestres a laissé des traces dans l'histoire, dans la culture, dans la biologie et dans les monuments. Si nous regardions mieux, nous pourrions reconnaître les vestiges de ces visites dans les lignes de Nazca par exemple, ces grands dessins visibles seulement du ciel, et dans la pierre du sud de Baalbek, un bloc gigantesque. Baalbek. Oui, Brenda. Un bloc gigantesque, si énorme, qu'on imagine mal que des hommes de l'Antiquité aient pu déplacer ces 1000 tonnes. Et puis il y a l'étonnante île de Pâques, isolée au milieu du Pacifique, ornée de moailles énormes, étranges et finalement assez incompréhensibles sans une connaissance de la culture qui les a produits. Les exemples sont nombreux, et vous en connaissez certains, si vous avez suivi nos travaux autour des élucubrations de la révélation des pyramides, qui empruntent beaucoup à ce récit dénikien. Soyons clairs, nous n'avons aucun élément permettant d'accréditer en quoi que ce soit ce scénario. Tous les faits avérés sont explicables de manière plus cohérente, plus simple, plus élégante, par des théories qui ne font pas intervenir de civilisations anciennes avancées et mystérieusement disparues. Toutefois, la question des origines de la théorie des anciens astronautes et de la nature des récits et des croyances qui l'entourent est passionnante. Nous sommes dans le domaine d'une mythologie contemporaine, de légendes qui se construisent et évoluent sous nos yeux. On a vu naître tout dernièrement la légende des momies aliens de Thierry Jamin, qui n'en finit pas de nous promettre des preuves que ces objets issus d'un pillage archéologique du Pérou contiennent un ADN non terrestre.
Il y a aussi la légende des crânes de cristal, celle des pierres d'Ica, etc. Autant d'occasions de s'émerveiller, de croire, comme de se moquer. Et on peut se demander si ces croyances sont de type religieux, ou bien s'il s'agit de pseudo-sciences, de pseudo-histoire, ou d'autre chose encore. Est-ce un mouvement idéologique en réaction à une culture ambiante? Est-ce un délire collectif, un effarement pathologique de la ligne qui sépare le réel de la fiction? N'y a-t-il Un pas effacement. un effacement, tout à fait. N'y a-t-il pas de manière récurrente une dimension conspirationniste dans ces histoires où la vérité est toujours cachée par les élites? La croyance dans les anciens astronautes pourrait nous révéler, si nous lui accordions un peu d'attention au lieu de ricaner, des éléments de compréhension sur la manière dont nous façonnons notre vision du monde et nous rendons sensibles à certains registres d'administration de la preuve, tandis que nous nous fermons à d'autres. Et alors, c'est un regard d'anthropologue qu'il faut adopter pour extraire du folklore les clés qui nous éclaireraient sur la circulation et le succès des croyances sur l'histoire du monde. L'anthropologue, ce soir, c'est Victor Stokowski. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. docteur. Est-ce qu'on prononce bien votre nom? Comment il faut le prononcer? Parfaitement bien. Fantastique. Bon, parce que, Toujours une de mes inquiétudes. c'est toujours inquiétant. Est-ce que cet éditorial rend justice au sujet ou est-ce que c'est complètement à côté des clous? Ça résume bien le problème. Et ça reprend, cet éditorial reprend une vision assez largement partagée de cette conception, de cette théorie, si l'on veut. Et cette vision assez convenue réduit cette conception à cette théorie et uniquement à sa dimension archéologique, des preuves assez farfelues, rejetées et par la science, une explication et parascientifique des faits archéologiques et qui peuvent s'expliquer de manière beaucoup plus banale et triviale. Et ça ne montre qu'une facette de cette conception. Mhm. Cette facette a été déjà largement commentée par les spécialistes, par les archéologues, par les historiens des religions, toujours pour dire la même chose. Les opinions des tenants de cette théorie sont fausses. Voilà. Et c'est exact, mais cette explication... Mais on peut aller un peu plus loin. Et je rappelle donc que vous êtes l'auteur du livre Des hommes, des dieux et des extraterrestres. Je ne l'ai pas en papier parce que je l'ai eu en PDF, parce que le livre est épuisé. Donc s'il y a un éditeur pas trop stupide, je pense que ce serait pas mal, parce que même s'il a 20 ans, l'analyse qu'il fait comme analyse historique, elle n'a pas beaucoup vieilli. Et puis on peut rajouter des chapitres, parce que récemment il y a eu des prolongements dans cette théorie. Mais voilà, avant de creuser le sujet, est-ce qu'on peut dire deux mots sur qui vous êtes, au-delà du livre que vous avez écrit, sur quoi vous travaillez, pour qu'on comprenne un peu d'où vous parlez, et après on parlera d'anthropologie. Et donc ma spécialité, je suis professeur à l'école des études en sciences sociales à Paris, et mon domaine de recherche, c'est l'anthropologie, en particulier l'anthropologie des savoirs. Donc c'est une discipline qui étudie toutes les formes des savoirs et des cultures très différentes, des subcultures très différentes les unes des autres. Et mes travaux ont porté jusqu'à présent sur les catégories très diverses de représentation du monde, à la fois dans la pensée ordinaire, en sciences naturelles et dans les domaines des parasciences, dont relèvent ces livres que vous venez de mentionner. Et depuis une dizaine d'années, je travaille sur les savoirs des sciences sociales en essayant de les analyser en tant qu'un ensemble de croyances modernes de notre société occidentale. D'accord, c'est encore un sujet brûlant et chaud. Est-ce que c'est bien pris par les gens qui sont l'objet de vos études que vous les abordiez sous cet angle-là? Ou est-ce que c'est vexant d'être l'objet de vos travaux à vous? Je pense que ça suscite un certain intérêt. Et j'ai publié un gros livre sur ces sujets l'année dernière, et portant sur l'un des fondateurs de la sociologie empirique fondée sur des faits. Et depuis la publication de ces livres, je reçois pas mal de lettres d'insultes émanant de mes collègues. D'accord, oui, bon, donc c'est un petit peu chaud.
Bon, voilà, c'est pas le sujet de ce soir, mais à l'occasion, ça pourrait être un sujet. Est-ce que les sciences modernes sont aussi un corpus de croyances ou pas seulement? Donc, l'anthropologie des croyances et des savoirs, qui est l'outil que vous utilisez pour analyser l'idée qu'on aurait eu des extraterrestres qui seraient venus sur Terre et qu'on a des récits qui sont créés. C'est quoi le but de cette discipline-là? Alors, cette discipline s'attache à comprendre comment les êtres humains, en tant que porteurs des cultures particulières, perçoivent et conçoivent le monde où ils vivent et la place qu'ils occupent dans ce système du monde. Et donc, le trait, je crois, original de la démarche anthropologique est qu'elle s'intéresse à tous les systèmes des croyances et des savoirs sans se demander si ces systèmes sont faux ou vrais. L'anthropologue suspend son jugement et sur les bien fondés des idées de l'autre. Donc, c'est lui qui ne pense pas comme lui, afin de comprendre la logique interne de la pensée qu'il ne partage pas. Et il est rare que l'anthropologue partage les idées qu'il étudie. Pourtant, il cherche à ne pas dénigrer, à ne pas critiquer ou mépriser. Sa tâche première est de comprendre pourquoi l'autre pense ce qu'il pense, que cet autre croit au pouvoir des chamans, à l'influence des astres, aux extraterrestres ou à la lutte des classes. D'accord. Donc, vous mettez tout ça sur le même plan ou c'est juste des exemples? Ce sont des exemples. Bien sûr, il peut y avoir d'autres, mais au fond, cette anthropologie, cette discipline, de mon point de vue, c'est un art des rencontres. Et l'étonnement est sa véritable source. L'étonnement apparaît toujours lorsque nous sommes confrontés à la différence de l'autre, donc de quelqu'un qui est étranger au petit monde auquel le quotidien, notre propre société, la culture dont nous sommes imprégnés est étranger et nous a accoutumés. Et donc, cet autre que l'anthropologie étudie peut résider aux antipodes, mais il peut être aussi notre voisin de palier. Il est marqué comme au feu rouge par une différence. Cette différence nous étonne, nous choque et très souvent suscite notre rejet, notre dérision. Donc ça, ce sont des réactions spontanées. L'anthropologue essaye de résister à cette réaction spontanée, justement pour écouter l'autre, essayer de comprendre la logique de sa pensée. Alors, la pensée von Däniken, de Charroux, qui sont les auteurs qui sont derrière cette théorie dont on va parler, est-ce qu'avant vous, il y a des gens dans vos disciplines qui se sont intéressés à ces thèses-là, à ces récits, à ces histoires, à ces croyances? Est-ce qu'on a une tradition? Parce qu'on a une tradition dans les récits, mais est-ce qu'on a une tradition dans l'étude de ces récits par la science? Oui, cette tradition existe, mais c'est une tradition qui doit vous être proche, ou du moins à vous et à la plupart de vos auditeurs, parce que c'est une tradition sceptique, oui. Une tradition de déconstruction de ces croyances. Et bien évidemment, avant que je ne m'intéresse à ces sujets, il y avait toute une série de livres qui ont été consacrés à la théorie des anciens astronautes pour aboutir, et je vais vous donner un seul exemple que je tire de l'ouvrage de l'archéologue et Jean-Pierre Adam, à qui on doit de très bonnes analyses des parasciences. Et donc, voilà ce qu'il dit au sujet de cette théorie et de ses auteurs. Je les cite. Délire éthylique, confusion grotesque, sottise, ineptie, charlatan, personnage aux joues glauques et à l'encéphale spongieux. Et donc, je peux comprendre cette réaction de la part d'un archéologue qui trouve les idées de danikéniens stupides, mais c'est un peu court comme explication de ces phénomènes en tant
fait social et historique. Voilà, mais donc du coup, il y a vraiment deux écoles. Il y a d'un côté ceux qui vont, entre guillemets, défendre les connaissances établies par les disciplines scientifiques, qui sont ou bien niées ou bien maltraitées par ces théories-là. Et puis il y a le regard de l'anthropologue qui est, bah, je ne juge pas. Donc ce soir, on va être dans un mode où on ne va pas juger. Donc j'aimerais qu'on entraîne les gens qui nous suivent, enfin, au sens d'entraînement, qu'on s'entraîne à ne pas juger et à essayer d'avoir ce regard-là, parce que typiquement, est sorti il y a quelques jours Hold Up, un film qui se veut documentaire autour de la Covid, etc. Et la première envie qu'on a, c'est de débunker parce que on se dit mais là c'est faux, là c'est faux, là c'est faux, là c'est faux. Et ce réflexe qu'on peut avoir nous sceptiques de vouloir débunker les choses, je pense que c'est justifié, mais que comme vous dites, c'est un petit peu court parce que une fois qu'on a démontré que c'est faux, on n'a pas expliqué pourquoi les gens y croient, pourquoi certains décident d'écrire ça, comment certains arrivent à ces conclusions et pourquoi il y a quand même un certain succès. Et ces théories dont on parle, elles ont eu leur heure de gloire dans les années 70, on va en parler. Ça s'est un petit peu arrêté, mais c'est un peu revenu avec Internet, me semble-t-il. Et donc, il y a des gens qui croient cela, il y a des gens même qui sont en train de nous regarder parce qu'ils croient dans les films des pyramides, qui croient dans les livres, soit de Madame Blavatsky, soit dans les livres de Le Matin des magiciens, etc. Donc, ce soir, on va essayer de s'intéresser à d'où viennent. Enfin, d'abord, comment on fait pour s'intéresser à ces récits sans verser dans la critique sévère et sans être un peu mince, indulgence, la complaisance, voilà. Alors oui, comment... Évidemment, moi je comprends tout à fait ces réflexes critiques. C'est les premiers qui se manifestent lorsqu'on ne partage pas telle ou telle opinion, bien évidemment. Il me semble que cette étape critique est tout à fait nécessaire et indispensable. Mais une fois qu'on a prouvé que ces idées sont fausses ou exagérées, et il est temps de les comprendre. Et là, il faut adopter une autre démarche que celle de la critique. Et pour moi, lorsque j'ai commencé à étudier cette théorie, il était évident qu'elle était fausse. D'accord. Mais ces constats ne me satisfaisaient pas. Donc le but, c'est pas le débunkage. Donc ce soir, on va être ailleurs que dans le débunkage, on va essayer de comprendre un peu d'où ça vient. Alors du coup, c'est la grande question. Donc là, on parle de théories qui veulent expliquer les faits anciens de l'histoire par une intervention d'une civilisation disparue, probablement extraterrestre. Sur quoi ça repose parce que c'est pas Eric van Däniken qui l'a inventé en 68 ou 63 spontanément tout seul. Ça repose bien sur des écrits précédents. Oui, bien évidemment. Et très souvent, les critiques de cette théorie estimaient qu'elle est basée fondamentalement sur des faits archéologiques, éventuellement sur une interprétation erronée de certaines traditions religieuses, de certains textes sacrés des grandes religions. Et c'est suite à cette conviction qu'ils estimaient qu'il suffit de déconstruire ces preuves pour que l'ensemble de cet édifice de croyances s'effondre, comme si c'était une sorte de pyramide élevée sur la large base de faits empiriques. En réalité, cette construction repose, c'est une sorte de pyramide bâtie à l'envers sur la fragile pointe de ces postulats axiomatiques. Et de ces postulats, on a très rarement parlé, on ne les a jamais critiqués, alors que c'était en fait l'essentiel de la théorie des anciens astronautes. Et ces auteurs, d'ailleurs, étaient très lucides là-dessus. Däniken, Louis Pauwels, Robert Charroux sont des grands auteurs classiques de ce type de théorie, ont affirmé que dans leurs livres, il pouvait y avoir beaucoup de bêtises et qu'ils sont prêts à renoncer à un certain nombre de preuves qu'ils avaient avancées. Et pour autant, l'essentiel de leur conception résiste à ces démentis et demeure crédible. Ouais, donc ce qui est étonnant, c'est qu'on a une avalanche de faits, d'anecdotes, etc. Et nous, sceptiques, on reçoit ça comme étant les preuves sur lesquelles ils construisent leur conception du monde, alors qu'en fait, c'est plus des illustrations. Ils sont sûrs au départ de quelque chose et ils cherchent ils cherchent à confirmer. Donc c'est la méthode pile à l'inverse, celle que nous, on essaie de mettre en avant.
Et du coup, en fait, on vit dans des mondes séparés. C'est juste que la méthode qui nous semble nous, la plus fiable, c'est juste pas la leur, parce qu'elle leur convient pas. Mais alors, comment est-ce qu'on peut parler avec ces gens-là? Enfin, on essaie de voir ça à la fin de l'émission, mais... Foi, parce qu'il s'agit d'une foi, Oui. ne repose pas sur les preuves matérielles de cette foi, pas plus que la foi chrétienne n'est reposée pas sur les reliques, sur tous ces innombrables clous de la croix de la Passion ou ces multiples crânes de Saint Jean-Baptiste. Combien de crânes il a? 7 ou 8? Et on l'a fait, que certains des reliques étaient l'œuvre des faussaires, sans que la foi des chrétiens ne s'effondre. C'est ça. Parce que ce n'étaient pas ces preuves matérielles qui étaient à la base de la foi, c'est cette foi qui produisait les reliques, donc les preuves matérielles, par exemple, de la passion du Christ. Donc le véritable dialogue, si on voulait établir avec les tenants de cette théorie, devait porter sur la partie axiomatique de leur conception. Et cette partie axiomatique, elle ne touche que marginalement la préhistoire. Cette partie axiomatique est une vaste vision du monde, Oui. de l'origine de l'univers et de son destin, de l'origine de l'homme, des mécanismes de l'histoire et de la place que l'homme occupe dans cette vaste architecture de la création. Mais là, ce qui est compliqué, c'est que du coup, c'est une discussion qui est plus d'ordre métaphysique, et donc c'est beaucoup plus compliqué de venir en disant quelle est votre hypothèse, hop, on la teste ensemble, puisque ça repose sur une vision du monde. Enfin, on va revenir à la fin, mais ça rend compliqué cet échange, et c'est peut-être pour ça que du coup, depuis des années qu'on s'intéresse à ça, on se rend compte que le dialogue est très compliqué, parce que notre démarche est vécue comme une agression par ces gens-là, et en retour, ils nous agressent allègrement, quoi. Elle est vécue comme une agression parce que très souvent cette démarche est accompagnée de la dérision, Oui. donc d'un manque de respect pour vos interlocuteurs et d'un désir de les convertir. Essayez d'aller dans nos banlieues convertir des musulmans, vous verrez ce qu'il vous arrivera. D'accord. Donc, Oui, ne vous étonnez pas que les gens qui adhèrent par un acte de foi à ces conceptions parascientifiques acceptent mal la critique, surtout la critique basée sur des démonstrations factuelles. Et prenons un exemple très récent. Il y a quelques années, le ministre a décidé d'ouvrir en France les centres de déradicalisation des musulmans. Donc, on a regroupé des gens suspects de radicalisation et on a convié des sociologues et des psychologues et pour y venir déradicaliser ces gens. Il se trouve que je connais certains de ces sociologues. Donc, ils ont essayé d'expliquer aux musulmans croyants que leurs croyances sont fausses. Et c'est un échec. Je connais Gérald Bronner qui a travaillé là-bas. Je n'ai pas l'impression que ce soit, enfin, que ce soit ça qu'ils essayaient de faire. Mais de toute évidence, ces centres sont un échec. Enfin, c'est pas encore fermé, mais il y a parce que c'est compliqué. C'est un peu tard. Déradicaliser, en fait, ce qu'il faut, c'est être en amont, parce qu'une fois que les gens sont dans cette démarche, mais là, on déborde un peu du sujet. Mais en tout cas, c'est un exemple pour montrer que c'est très difficile d'établir un dialogue. D'abord, convertir les gens et de les pousser à renoncer à leurs croyances et de les convaincre que leurs croyances sont fausses, et surtout lorsque les débats s'établissent au niveau des preuves. Pour me faire l'avocat... Et vous avez raison, là je termine là-dessus, vous avez raison de dire que ce qui est vraiment au cœur de ces conceptions, ce sont des idées métaphysiques. Donc des idées métaphysiques que l'on ne peut pas récuser sur une base empirique. Pour me faire l'avocat quand même de la sphère sceptique des zététiciens, où des gens parfois, on est un petit peu trop âpre à la discussion, mais... moi, en tout cas, je ne cherche pas à déconvertir les gens, mais juste à leur faire admettre quand un argument n'est pas bon. Et donc, s'ils veulent utiliser des arguments de la pierre de Baalbek ou des pierres d'Ica, et qu'on a des données historiques qui montrent que l'argument ne marche pas,
J'estime que le dialogue est possible. On peut faire admettre à quelqu'un quand la preuve ne fonctionne pas, puisque, et on verra ça à la fin de notre émission, la preuve n'est pas un élément central pour eux. Et même ça, on se rend compte que c'est compliqué de faire admettre à un croyant que la preuve, qui pourtant pour lui n'est pas hyper importante, il aurait le sentiment de perdre face aux sceptiques en admettant que la preuve n'est pas valable. Et donc souvent ça s'envenime parce que on est dans cette discussion-là. Mais à propos de ces preuves, je peux vous citer deux passages là tirés d'un ouvrage de Erich von Däniken, l'auteur phare de cette théorie, et l'autre du livre de Louis Pauwels et Jacques Bergier, Les Matins des magiciens, qui a lancé la mode. Oui. Donc, Däniken, il note dans ce livre qu'aucune théorie ne saurait être élaborée, je les cite, à partir de preuves factuelles invoquées en sa faveur. Les vrais scientifiques, continue-t-il, ne procédant pas autrement lorsqu'ils avancent d'abord des conjectures pour ne s'interroger qu'ensuite sur leur validité que les preuves pourraient venir et éventuellement attester. Et Pauwels et Bergier vont jusqu'à anticiper les reproches qu'on leur adressera et ont déclaré sans la moindre réticence qu'il y avait dans leurs livres, je les cite, beaucoup de bêtises, mais cela leur importait assez peu car l'intérêt de l'ouvrage tenait, selon eux toujours, non aux preuves de la thèse, qui pourrait s'avérer défaillante, mais à la thèse elle-même, dont ils ne doutaient pas qu'elle résisterait à toute épreuve et ouvrirait des voies nouvelles à la pensée humaine, plus ni moins. Oui. Donc, il me semblait que c'est juste qu'il fallait, pour comprendre ce qu'ils pensaient, de s'intéresser avant tout à cette thèse ou à leur thèse, plus qu'aux preuves invoquées en faveur de ces thèses. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur le contexte de la genèse de ces idées. Donc, il y a toute une tradition théosophique, etc., dont on pourrait dire deux mots, mais il y a un phénomène qui se passe plutôt en France, avec Bergier et Pauwels, c'est le Matin des magiciens, qui est un livre qui a fait date, avec Robert Charroux, et Erich von Däniken, qui est venu après. En gros, c'est quasiment une invention française, dans le cas au XXe siècle, c'est cette histoire. Et on a discuté un petit peu, et vous m'avez expliqué que c'était surtout un phénomène du monde chrétien, et il s'est passé quelque chose entre la religion, entre la science, les anciennes connaissances, les nouvelles connaissances, et puis voilà, une sorte de troisième voie, enfin d'échappatoire, où les gens qui voulaient conserver des croyances métaphysiques ont voulu rattraper ce que disait la science, mais autrement en fait. Une sorte de syncrétisme, une tentation d'une théorie du tout finalement, et ça on ne l'aurait pas vu ailleurs, en tout cas pas aussi fortement que dans le monde chrétien, donc en Europe et dans le monde anglo-saxon. Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous pouvez expliquer ça mieux que ce que je viens de dire? Parce que je pense que c'est ça, mais c'est plus je ne sais pas si je le ferais mieux que vous, et plus longue que vous. Donc, effectivement, cette théorie, il faut commencer par faire un constat historique. Cette théorie des anciens astronautes qui a été formulée dans la seconde moitié du XXe siècle, à partir de 1950, a une longue histoire derrière elle. Et elle appartient à une large famille des conceptions que j'appelle occultistes, qui s'enracinent dans une tradition encore plus ancienne, celle de l'ésotérisme occidental qui voit le jour à la Renaissance. Mais c'est au XIXe siècle qu'il s'accomplit une évolution assez significative, et pour deux raisons. Premièrement, les débuts d'une grande crise du christianisme, et de l'autre, l'émergence et l'institutionnalisation des sciences positives, et qui apportent de nombreux démentis à la vision chrétienne du monde. Et donc, c'est à cette époque que se cristallisent et sont objectivées deux vastes familles de visions du monde. D'un côté, les visions du monde issues de la tradition judéo-chrétienne, et de l'autre, des visions matérialistes enracinées dans la tradition lumière et consolidées par le progrès des sciences au XIXe siècle. Et dès cette époque, il y a des milieux qui sont insatisfaits d'un côté par le christianisme et de l'autre par les sciences positives. Et ces milieux cherchent à proposer une troisième voie.
donc des doctrines qui permettraient de fonder une sorte de synthèse entre la vision du monde spiritualiste et la vision du monde matérialiste. L'occultisme du XIXe siècle appartient à cette famille de visions du monde. Et la théorie des anciens astronautes, qui apparaît donc dans la deuxième moitié du XXe siècle, recycle un nombre considérable de thèmes empruntés à l'occultisme du XIXe siècle. Et de même que cet occultisme-là, les auteurs phares de cette théorie cherchent à offrir une voie moyenne, une troisième voie située entre la tradition chrétienne et la tradition scientifique positiviste. Est-ce qu'on peut donner une définition et une nuance à ésotérisme et occultisme? Parce que c'est pas toujours très clair. Et moi, j'utilise l'un parfois à la place de l'autre, sans doute, donc peut-être qu'il faudrait qu'on se corrige. Alors, le mot ésotérisme désignait initialement l'enseignement des sagesses secrètes, donc réservées à un petit nombre d'initiés. Mais aujourd'hui, ces termes servent surtout à réunir sous une dénomination commune un ensemble de doctrines modernes, donc qui apparaissent à partir de la Renaissance, et les dénominateurs communs de ces doctrines ésotériques et les postulats selon lesquels l'humanité détenait à l'origine une sagesse parfaite et complète qui, lui, a été révélée par des grands initiateurs ou par des messagers divins, voire par Dieu lui-même. Et cette sagesse primordiale, renfermant une connaissance complète du monde terrestre et de l'univers céleste, aurait été ensuite progressivement oubliée. Et les ésotéristes modernes pensent que des vestiges de cette science primordiale demeurent jusqu'à nos jours dispersés dans des enseignements de diverses religions, dans les œuvres des grands philosophes ou des mystiques. Et donc la vocation de l'ésotérisme et de l'ésotériste est d'étudier attentivement les textes sacrés, les visions mystiques, les systèmes philosophiques pour y recueillir les traces de cette sagesse primordiale et en reconstituer la teneur. Ça, c'est l'ésotérisme. Maintenant, l'occultisme, c'est une forme récente de l'ésotérisme, apparue au XIXe siècle. L'occultisme accepte la plupart des postulats de l'ésotérisme, mais contrairement à l'ésotérisme, qui se contente de l'étude des textes et des traditions orales, l'occultisme cherche à reconstituer cette sagesse primordiale perdue en recourant également à des méthodes empiriques, vaguement analogues à celles des sciences modernes. Donc, par exemple, grâce à des contacts et avec des esprits désincarnés, à travers l'étude des phénomènes parapsychologiques ou par l'étude des vestiges archéologiques. Donc c'est une tentation de se rapprocher. L'ésotérisme, c'est cette composante empirique qui le fait ressembler un peu à une science. D'accord. Donc les parasciences ou les pseudosciences peuvent emprunter à l'occultisme, alors que l'ésotérisme de base, c'est quand même plus métaphysique, et là, le dialogue est plus compliqué. C'est métaphysique, il y a une composante empirique, puisque cet ésotérisme classique s'appuie sur des textes. Oui. Donc c'est une méthode, l'ésotérisme utilise des méthodes typiques de l'humanité traditionnelle, alors que l'occultisme cherche à inclure dans son dispositif méthodologique également des méthodes qu'elle emprunte à la psychologie expérimentale, à l'archéologie, à la géologie, à l'astronomie aussi. D'accord. Et donc, toutes ces théories avec des extraterrestres dans le passé, c'est forcément des choses qui ont à voir avec l'ésotérisme et l'occultisme, ou on a d'autres types de récits qui existent? Non, il existe aussi pistes. Attendez, parce que là, on était coupé, j'ai raté un mot. Oui, donc une subculture des lieux
qui s'intéressent aux soucoupes volantes, au contact avec les intelligences extraterrestres, et qui sont dépourvus de cette composante occultiste. Et donc ces gens s'adonnent surtout à l'observation des phénomènes non identifiés dans le ciel, participent au programme des SETI, la détection des signaux. Ça, c'est de l'ufologie moderne, contemporaine, c'est ça? C'est l'ufologie des ingénieurs. Oui. Et donc qui ont une certaine culture technique et surtout s'intéressent aux aspects techniques de civilisation extraterrestre ou à la possibilité du contact avec ces civilisations grâce aux dispositifs techniques dont dispose aujourd'hui l'astronomie. Mais est-ce que ça, c'est un rapport avec les traces archéologiques ou est-ce que c'est uniquement des contacts contemporains? Et dans toutes les versions que je connais de cette archéologie fantastique, la composante occultiste est fortement présente. Oui, c'est ça. Et ce n'est pas par hasard que tous les auteurs, sans exception aucune, donc Erich von Däniken et Robert Charroux, Louis Powell, Bergier et ceux qui les ont précédés, le Poet Trench, George Williamson, etc., la liste est longue, se réfèrent aux textes classiques de l'occultisme. Il cite Madame Blavatsky, il cite l'anthroposophie, et il cite les corpus hermeticum. Et donc ici, cette présence de l'ésotérisme et de l'occultisme est massive, mais très souvent, le lecteur lambda, lorsqu'il lit leurs ouvrages, est tellement fasciné par les preuves archéologiques qu'il ne perçoit même pas ces références à la subculture occultiste, parce que ces références ne lui sont pas familières. Et d'ailleurs, c'était le principal défaut de la lecture que des archéologues ou des historiens de religion ont fait de la lecture, de leur lecture des textes danikaniens. Ils n'ont vu que l'archéologie, une archéologie fantastique, monstrueuse, fausse, ou une histoire des religions erronée, naïve. Et pas du tout la présence de ces fonds métaphysiques qui renvoie à une vaste tradition occultiste. Et bien ça, on va parler dans la partie 2, justement. On va comparer un peu les différents courants qui ont existé, parce qu'il n'y a pas uniquement une tradition. Avant de passer à cette partie 2, la mini-pause de l'émission pour remercier Lise, qui est aux manettes, qui a géré tout le live. Tout se passe très bien, je crois que le son est bien, les gens sont contents. Vous mettez des petits cœurs dans le chat pour remercier Lise, et remercier les modérations. Donc, qui est à la modération ce soir, Vlad? Alors, à la modération ce soir, je vois Val, je vois Nashi, je vois Luli, je vois Francine. Voilà. Je vois Vlad. Tu es là, d'accord. C'est bon? T'as vu tout le monde? Oui, et le bingo avance bon train. Toutes mes félicitations aux abonnés. Bravo. Petit annonce, on va vous dire qu'il y aura un bénéfice du doute, donc une émission d'un format assez proche, parce que le confinement fait que les deux formats sont assez proches. On va recevoir Jace Adam Troyan, qui est un chercheur en en psychologie sociale. Ce sera le 2 décembre. Et on va se demander d'où vient l'acte terroriste. Donc on va essayer d'avoir un regard prendre un peu de hauteur sur comment on interprète ce qui motive les gens à passer à l'acte. Et puis je vous annonce que le 30 novembre, je serai l'invité de Primum Non Nocere sur sa chaîne pour la consulte. Donc c'est l'émission qu'il met en place dès qu'on est confiné, il fait ça. Et j'aurai le plaisir d'être avec Gérard Bronner. Et on va parler des fake news et des théories du complot autour de la pandémie. J'imagine qu'on va revenir sur le film dont tout le monde parle. Mais il n'y aura pas que ça, parce qu'il y a plein de choses qui circulent à la faveur de cette pandémie et de ce confinement. Et donc, partie 2, on a des théories en présence, donc il y a des nuances dans la manière dont les récits circulent sur la présence des extraterrestres dans le passé. Il y a des grandes familles. Il y a quand même des points communs, on l'a évoqué, il y a un patrimoine ésotérique commun. Est-ce que vous pouvez nous tracer l'histoire depuis les années 50 et la création de cette théorie moderne? Quelles sont les différentes branches? Donc on va citer Charroux, von Däniken, il y a peut-être d'autres, il y a Raël également, qui finalement est assez proche, et il y en a d'autres qu'on a oubliés, et peut-être des branches qui n'ont pas eu de succès et qui seraient intéressantes quand même d'évoquer éventuellement. Là je vous laisse la parole pour nous expliquer l'arbre généalogique de ces récits de mythologie moderne. C'est un arbre foisonnant, tous les embranchements, et parce que les auteurs qui
ont consacré des ouvrages ou des articles à ces sujets sont très nombreux. J'ai l'impression que cette théorie prend la forme qu'on lui connaît aujourd'hui, abstraction ici des formes précédentes qui datent de la première moitié du XXe ou du XIXe siècle, parce qu'il faut signaler que la plupart des preuves, soi-disant preuves archéologiques de ces types de conceptions, on les trouve déjà dans les ouvrages de théosophes au XIXe siècle, particulièrement chez Madame Blavatsky, Elena Petrovna Blavatsky, donc son livre Princeps, la doctrine secrète, date de 1888, donc un ouvrage déjà très ancien. Mais cette forme moderne qu'on lui connaît aujourd'hui apparaît dans les années 50. Donc l'un des premiers auteurs s'appelle George Williamson. C'est un pseudonyme, d'ailleurs, très souvent, ces gens-là adoptent des pseudonymes. Et donc, c'est l'un des enthousiastes qui ont accompagné George Adamski, l'un des inventeurs de soucoupes volantes, lors de sa mémorable escapade dans les déserts californiens, où il aurait rencontré un Vénusien débarqué de sa soucoupe volante. C'est l'une des premières rencontres d'un terrien avec un extraterrestre arrivé chez nous en soucoupe volante. Donc un Vénusien dans le désert. Pardon? Un Vénusien dans le désert, c'est bien? Ça se passe très souvent dans les déserts. Oui. Au XIXe siècle, ces rencontres avaient lieu de préférence dans des vallées inaccessibles du Tibet. Et aujourd'hui, ce sont les déserts. C'est vrai que ce sont des lieux où un extraterrestre peut se rendre discrètement et pour ne rencontrer que de véritables initiés. Et puis ça rappelle les prophètes dans le désert en plus. Pardon? Ça rappelle des prophètes dans le désert qui allaient... Mais bien évidemment, oui, des prophètes ont eu leur vision. Et donc, ces entités intelligentes extraterrestres qui nous surveillent ont transmis à M. Williamson, par voie télépathique, des informations très importantes qui lui ont permis de rédiger où il expliquait l'origine de l'univers, l'origine de l'homme, de la vie sur notre planète, l'origine de l'homme. Et ces intelligences lui ont aussi fourni la clé pour comprendre la situation politique et la guerre froide et quelques prévisions portant sur l'avenir de l'humanité. Donc c'est le premier livre qui date de 1954. On aurait aimé qu'il donne des formules pour faire des vaccins ou pour résoudre la faim dans le monde, mais c'est pas ça qu'on a eu. Non, il s'agissait surtout de mettre l'humanité la menace de la destruction nucléaire. Oui. Et c'est un thème assez répandu dans les films de science-fiction et dans les nouvelles de science-fiction qui précèdent la publication de ces livres. Donc c'est un lieu commun, bien évidemment, de ces discours et soucoupistes. Et ensuite, il y avait par exemple un auteur qui s'appelait Brinsley Trench. C'est un Britannique, c'est encore une fois un pseudonyme. Le nom de plume de Brinsley Clancarty, 8e comte de Clancarty, cousin de Winston Churchill et membre très actif de la Chambre de Lords. Il a publié à partir des années 50, 60 quelques ouvrages justement sur la théorie des anciens astronautes et il a fait scandale à la fin des 1970 lorsqu'il a avoué qu'il était l'auteur de ces livres et qu'il a demandé à la Chambre des Lords des crédits spéciaux pour l'étude des ovnis. Donc, voilà deux auteurs assez mineurs dont les ouvrages n'ont jamais connu la fortune promise au livre de Robert Charroux ou de Louis Pauwels. Il y avait aussi une autre version
celle-ci assez déconnectée de la subculture ésotériste, proposée en 1960 par un mathématicien russe, et Matest Agrest. Et au mois de janvier 1960, quelques mois avant l'apparition du Matin des magiciens, et il a publié dans l'organe officiel de l'Union des écrivains de l'URSS et un petit article où il présenta sa propre version de la théorie des anciens astronautes. Donc il affirmait que les extraterrestres auraient visité la Terre dans la plus haute antiquité et qu'ils ont anéanti Sodome et Gomorre et qu'ils ont édifié cette gigantesque dalle à Baalbek et ont procédé à des expériences nucléaires dont les traces pourraient être encore découvertes sur la Terre. Et donc, cet article publié dans l'un des organes officiels du Parti communiste de l'Union soviétique a fait une très grande impression. Et il a été repris très vite par la plupart des quotidiens et hebdomadaires de l'autre côté du rideau de fer. Donc voilà quelques exemples de conceptions, certes mineures, mais qui vont alimenter les grands best-sellers des Powells, des Charroux et des Daniken. D'accord. Et il y a des liens avérés entre ces récits et la fiction, la science-fiction. Parce que actuellement, la science-fiction emprunte beaucoup à ces théories. On pense à Stargate, on pense à Assassin's Creed, on pense à pas mal de récits comme ça qui empruntent à ces traditions-là, ou même au Da Vinci Code, qui dans notre genre a été pioché dans des théories qui existaient pour Prometheus, qui reprend ça. Et à la base, ça a beaucoup été dans l'autre sens. C'est-à-dire que quelqu'un a parlé de Lovecraft. Lovecraft a été une source d'inspiration parce que une fois que Lovecraft a écrit ses écrits, les théories ont changé derrière. Ça a beaucoup inspiré les gens, avec notamment le rôle de l'Antarctique. Et dans votre livre, vous expliquez que les premiers Charroux, en particulier Berger, sont des gens qui étaient, enfin en tout cas Berger et Charroux, je suis pas sûr, en tout cas, étaient férus de science-fiction. Dans quelle mesure, parce que moi j'ai le souvenir d'avoir discuté avec quelqu'un qui aujourd'hui croit à ces choses-là, c'est Laurent Guinaud du site Stop Mensonge, on a fait un live tous les deux, et lui il me dit, la fiction, elle dit la vérité. Indiana Jones, c'est la vérité, les crânes de cristal, etc. Parce que la fiction, c'est le moyen qu'ont les personnes qui savent de nous faire connaître les choses sans nous dire que c'est la vérité. Enfin, c'est caché, en gros, c'est le savoir caché. Et donc, est-ce qu'il y avait ce rapport à la fiction qui pourrait être... est-ce que les auteurs seraient des sortes de canaux que la vérité utiliserait pour s'exprimer dans le monde? Est-ce que c'était aussi quelque chose qui a été dit à l'époque, comme on peut l'entendre aujourd'hui? Donc, il faut commencer par les 19e siècle, l'invention de cette théorie, donc les occultistes, les théosophes, et qui imaginaient que ces êtres extraterrestres venaient chez nous, mais sur les ondes de la lumière astrale, pas encore en soucoupe volante, parce que les vaisseaux spatiaux étaient inimaginables à l'époque. Tous ces gens s'intéressaient beaucoup à la littérature fantastique et étaient eux-mêmes des auteurs de romans ou de nouvelles fantastiques. Oui. Et la littérature fantastique naît au sein de la subculture occultiste au XIXe siècle. Et beaucoup d'auteurs du roman fantastique, du roman d'anticipation, comme on les appelle à l'époque, étaient parfaitement au courant des théories occultistes, la théosophie, le spiritisme, l'anthroposophie et autres, et ont trouvé dans cette littérature pseudo-documentaire des idées, des récits, des intrigues qu'ils ont utilisées dans leurs romans. Donc on a, à partir de la fin du XIXe siècle, toute une série de nouvelles ou des romans qui comptent l'arrivée des êtres extraterrestres sur notre planète dans la plus antiquité. Ces types d'idées se répandent dans les magazines de science-fiction américains dans les années 10, 20, 30, 40, ce qui rend ces sujets, ces thèmes, ces idées extrêmement populaires. Et donc, les auteurs comme Charroux, Daniken, Bergier
n'ont qu'à se servir dans ces grands stocks de thèmes pour inclure dans leurs travaux soi-disant documentaires des thèmes qui ont circulé dans la littérature fantastique, mais qui viennent directement de la littérature pseudo-documentaire du 19e siècle. Et effectivement, Bergier, c'était un grand spécialiste des science-fiction. Il connaissait très bien les pulp magazines américains des années de l'entre-deux-guerres. Et Robert Charroux, c'est encore une fois un pseudonyme. Robert Charroux, à l'origine, était un auteur de nouvelles fantastiques, dont certains portaient sur des thèmes classiques et de la subculture occultiste. Et Daniken, bien sûr, dans sa jeunesse, il a lu beaucoup d'ouvrages de science-fiction. Donc, ce lien est à la fois étroit et très ancien entre ces conceptions parascientifiques et la littérature fantastique des science-fiction. Effectivement, cet argument que vous évoquez, la science-fiction véhicule des vérités. C'est un thème très répandu dans la subculture occultiste où l'instance de validation principale, c'est l'intuition. Les occultistes considèrent qu'on peut acquérir des connaissances très exactes de la réalité grâce à l'intuition ou grâce à des contacts avec des entités désincarnées. Et donc pour eux, la littérature fantastique peut révéler un fond de vérité profonde. Mais justement, le rapport à la fiction, parce que là, c'est un des thèmes qu'on a déjà traité par chez nous. On dit qu'on est dans l'ère de la post-vérité. Bon, c'est un lieu commun. Est-ce que, et il y a plusieurs personnes avec qui j'ai pu discuter qui estiment qu'on est aussi dans une ère de la post-fiction, c'est-à-dire que les romans sont des autofictions, on fait de la télé-réalité qui n'a rien de vrai, enfin, il y a ce brouillage de lignes entre la fiction et le réel. Est-ce que c'est quelque chose qui est moderne, ou est-ce que, si on remonte il y a un siècle, au début de la science-fiction populaire, est-ce qu'on avait déjà cette frontière floue, et est-ce que les gens qui ont alimenté les théories alternatives avec la fiction avaient conscience de faire cela, ou est-ce qu'ils pensaient que c'était une méthode valide? En gros, est-ce qu'ils sont de bonne foi, ou est-ce qu'on a des raisons de penser qu'ils ne le sont pas? Mais vous abordez ici des questions à la fois importantes et très difficiles. Est-ce que nous vivons dans un monde réel? Même nous, qui nous imaginons d'être des rationalistes, des sceptiques, est-ce que nous vivons vraiment dans une réalité? Est-ce que nous avons un accès non médiatisé au réel? Et en réalité, et ça c'est une opinion partagée par beaucoup d'anthropologues, ce qui s'intercale toujours entre le monde réel, qui existe, qui est objectif, c'est une représentation conceptuelle de ce monde. Et nous n'avons pas un accès direct à la réalité. Nous touchons la réalité toujours au moyen de quelques représentations. Cela dit, toutes les représentations ne se valent pas. Il y a certaines représentations qui sont meilleures que d'autres. Mais comment est-ce que nous pouvons être sûrs que la représentation que nous avons du monde est exacte? Très souvent, nous avons très peu de moyens d'en vérifier les bien-fondés. Nous y adhérons par un acte de foi. Est-ce que c'est un phénomène nouveau ou ancien? Le christianisme existe depuis 2 millénaires. Est-ce que les chrétiens au Moyen-Âge vivaient dans un monde réel ou dans un monde qu'ils ont imaginé, que leur foi, la doctrine de leur religion leur permettait d'imaginer? Est-ce que les gens qui ont vécu dans les pays communistes pendant presque un siècle et soumis à un endoctrinement à l'idéologie, est-ce qu'ils ont vécu dans un monde réel ou dans un monde imaginaire? Est-ce qu'ils étaient sûrs où s'arrêtait la réalité et où commençait la fiction idéologique? Non, je pense qu'à la fois les chrétiens, les communistes étaient perdus, égarés et en proie au doute. De même que nous, aujourd'hui, confrontés à cette idéologie terrifiante qui sointe par toutes les portes d'Internet,
nous sommes très souvent désorientés. Quelles sont les informations vraies? Quelles sont les informations fausses au sujet du Covid? À qui c'est voué? Est-ce que c'est le professeur Raoult qui a raison ou est-ce que c'est l'ordre des médecins? Oui. Et Mais là, nous ne pouvons pas tout connaître. ma question était plus orientée par rapport à la fiction. Par exemple, est-ce que les Grecs anciens avaient des rapports avec Zeus et Apollon qui étaient un rapport où on partage le même monde, ou est-ce que aujourd'hui la plupart des gens savent que je sais pas, Hulk, Iron Man et les autres voilà, qui ont un peu le même rôle, c'est les héros comme les dieux pouvaient être les héros des histoires qu'on se racontait. On sait que eux appartiennent à un monde de la fiction normalement et que ce monde-là il a rien à voir avec le monde réel. On le sait bien normalement. Même si une partie de nous s'amuse à croire que c'est vrai, on le sait bien. Dans quelle mesure cette frontière-là qui, moi, il me paraît sainte de la maintenir pour distinguer de ce qui est de la fiction et puis ce qui est presque du réel, est-ce que cette frontière-là, c'est moderne? Est-ce que c'était inventé au cours de l'histoire? Est-ce que c'est localisé dans une culture? Ou est-ce que c'est quelque chose d'universel? Et si cette frontière est universelle, est-ce que ils l'ont franchi en sachant qu'ils le faisaient? Est-ce qu'ils avaient conscience de mélanger les genres, en fait? On peut établir une frontière entre la fiction et la réalité lorsqu'on prend des exemples extrêmes et caricaturaux. Et Iron Man n'a pas le statut ontologique à mes yeux comme boulanger. Alors, est-ce que là, ça a encore coupé? Iron Man n'a pas le même statut ontologique oui. que mon boulanger ou ma concierge. C'est vrai. C'est évident. Mais lorsque je suis confronté à des représentations sur les Covid, là, je ne sais pas à qui accorder ma confiance. Je suis perdu, je ne suis pas un épidémiologiste, je ne suis pas un médecin, et je ne sais pas où est la vérité, où sont les fake news. Et je pense que à tous les moments de l'histoire, dans toutes les sociétés, il y avait aussi des situations, des cas limites, où les gens étaient désorientés, et où ils ne savaient pas où commençait la réalité et où était la fiction. Et Paul Veyne s'est demandé est-ce que les Grecs ont cru à leurs mythes? Par exemple, voilà. C'est pas certain qu'ils ont cru à tous leurs mythes, ils ont cru à la lettre. Est-ce que les Danikeniens croyaient à la théorie des anciens astronautes? Exactement. Et je me suis intéressé à cette question parce que chacun de ces auteurs classiques, Bergier, Charroux et Daniken, ont dit qu'ils y croyaient à moitié en réalité, surtout au début. Ils disent tous la même chose. C'est un jeu avec les idées, une sorte d'expérience des pensées. Et à la ça, c'était au début. Face au grand succès commercial de leurs livres, à l'engouement du public, ils se sont dit, mais il doit y avoir quelque chose. Ça ne peut pas être entièrement faux, puisque ça fascine des centaines de milliers de gens, des millions de gens. Et donc, je pense qu'ils sont entrés dans un processus d'adhésion à des croyances qui, au départ, n'étaient que des hypothèses plus ou moins farfelues. Et cet exemple montre l'ambiguïté des idées auxquelles nous pouvons avoir affaire dans notre vie. Et certaines idées nous semblent à un moment un peu et nous finissons par y croire, et vice-versa, nous pouvons aussi perdre notre foi et renoncer aux idées qui avaient été très chères pour nous à un moment de vie. Ce que vous dites, moi, ça me fait penser à Bernard Werber, qui a écrit des livres de fiction, Les Thanatonautes, etc. Et on se rend compte maintenant qu'il y croit pour de vrai. Il est persuadé qu'il a eu une incarnation dans le passé, qu'il se réincarne, etc. Et c'est des croyances... alors, je ne sais pas à quelle famille ésotérique il revendique, mais de toute évidence, ce qui était de la fiction, enfin, ce qui paraissait pour le lecteur être une histoire de fiction écrite par un auteur, maintenant, en tout cas, après tout le succès qu'il a eu, dans sa vie, il semble y croire. Est-ce que c'est du même ordre? Oui, je pense que c'est très similaire. Il y a à l'intérieur du monde académique, vous connaissez peut-être les livres de Carlos Castaneda, qui est un anthropologue. Et donc Castaneda a soutenu sa thèse de doctorat à l'université
de Californie dans les années 60. Et dans cette thèse, il affirmait avoir connu une initiation auprès d'un Indien qui l'a initié à l'usage de drogues hallucinogènes et à la magie, et ce qui lui permettait de se transformer corporellement et s'incarner dans d'autres êtres, traverser les murailles, etc., etc. Et donc, ces livres sont devenus, les livres de sont devenus des best-sellers. Et son imposture avec les temps est devenue évidente, donc on l'a privé du titre de docteur qui lui avait été accordé par son université, il a quitté le monde académique et il a créé une secte dont il est devenu le gourou. Oui. Et je pense qu'au début, il s'agissait d'une imposture, d'une fraude scientifique assez classique, mais il a fini par croire à ces choses qu'il avançait et il a donc fini au milieu des adeptes qui adhéraient à ses visions. Et je pense, j'en ai pas de preuves, mais je pense qu'il a fini par y croire lui-même aussi. D'accord. Alors, il est possible que Raël, qui est un autre escroc, par rapport à ça. Je pense qu'il y croit aussi. Mais sa secte n'est pas une machine Afrique uniquement, c'est aussi une machine Afrique, mais c'est aussi un univers des croyances où l'auteur de ces croyances peut s'enfermer avec les temps et devenir l'un des adeptes. Est-ce qu'on peut tracer le lien généalogique, l'héritage qu'on a dans Raël et son histoire, que Claude Vorilhon, qui a rencontré un extraterrestre, non pas dans le désert, mais dans un volcan éteint, je ne sais plus trop où, près de Clermont-Ferrand, je crois. Qu'est-ce qu'on a dans ce récit-là qui emprunte, qui est l'héritier ou qui est le cousin de Van Däniken et des autres, et qu'est-ce qu'il y a de différent, en fait? Est-ce qu'il y a un aspect spécifique à cette branche-là? Qu'est-ce qui est similaire? Voilà. J'allais dire tout, absolument tout. Et qu'est-ce qui est différent? Et Raël cherche à créer un mouvement religieux et dont il devient le leader. Et son idée particulière, il y a deux idées particulières. La première, c'est qu'il faut construire une ambassade en Israël pour accueillir des visiteurs extraterrestres. Ça, c'est une idée assez originale. Et deuxièmement, que la science que lui transmettent les extraterrestres permettra de cloner les êtres humains, c'est-à-dire leur conférer une immortalité grâce à ces dispositifs techniques. Là, je pense que c'est une idée assez originale, nouvelle, et parce que c'est l'un des premiers qui, avant des clonages n'existaient pas avant les années 70, donc. Et c'est le premier qui mobilise cette découverte, cette possibilité technique très récente dans son système de croyances. Mais l'ensemble de ces systèmes est très classique, très convenu. Donc la venue des extraterrestres dans une haute antiquité, la création de l'homme, les monuments archéologiques, les traditions religieuses qui sont un reflet déformé de la révélation originelle, etc. D'accord. Donc le but, c'est de faire une religion, enfin, finalement, offrir une immortalité, c'est exactement ce que font les religions, sauf que l'immortalité, elle se passe après la mort, dans un monde qui n'est pas le monde matériel. Et là, en gros, on a évoqué ça lorsqu'on a discuté, ça ressemble à une religion qui serait une religion presque matérialiste, et pourtant, c'est une tradition qui n'est pas matérialiste. Ils ont en commun c'est très spiritualiste et très dualiste même tout ça. Oui, bien évidemment. Et la plupart tiennent à cette subculture et rejettent le matérialisme et la science en tant qu'expression du matérialisme, puisque la vision du monde matérialiste, selon eux, rend impossible l'existence des êtres supérieurs à l'homme, les êtres ou quasi divins. Et l'absence de ces êtres fait disparaître du monde les plans divins. Et donc, dans le monde matérialiste, disent-ils, tout est voué au hasard. Et les mondes, là je vais vous citer Powells,
Et l'univers expliqué par la science matérielle, dit Powell, est une farce aléatoire et absurde. Par conséquent, l'homme devient ici les produits des forces aveugles de la matière. Il est appelé à une vie sans but et condamné à une mort sans signification. Donc, l'origine animale de l'homme l'attache à l'univers matériel et à des forces aveugles de la matière, à la sélection naturelle. Donc, cette vision matérialiste du monde, les occultistes et leurs épigones la rejettent. Ils rejettent aussi le christianisme parce que pour eux, le christianisme, ce n'est qu'une petite religion tribale, alors qu'ils rêvent d'une religion universelle qui pourrait convenir à l'ensemble de l'humanité, à toutes les sociétés. C'est des mondialistes, en fait. Oui, c'est des mondialistes, mais surtout, ils cherchent une religion qui pourrait convenir à la mentalité de l'homme moderne, donc qui connaît déjà la découverte récente de la science. Donc, Jésus-Christ, d'accord, mais ce n'est qu'un prophète inspiré, l'un des nombreux prophètes, l'un des initiés. Ce n'est certainement pas le Fils du Dieu unique. Et donc, Powell, je vous cite encore une fois, Powell, sa plume il est capable à bien résumer les enjeux de cette conception qu'il présente. Donc, Powell écrit ceci, que l'initiateur du Big Bang, les créateurs de l'espace-temps et des galaxies, des tourbillons nucléaires et de l'ADN, ait signé un contrat d'exclusivité avec une nomade du Moyen-Orient, 20 siècles avant notre ère, qu'il ait envoyé le Messie, le Sauveur, son Fils unique sur cette petite planète des confins de la Voie lactée, en ces lieux et à ces moments précis de l'histoire humaine, qui avait déjà derrière elle des dizaines de milliers d'années d'existence, je ne peux rationnellement m'y résoudre. Donc, c'est une fin de non-recevoir. Et la religion chrétienne est rejetée, mais la science matérialiste est rejetée aussi. Donc, l'enjeu, c'est quoi? C'est d'avoir d'un côté une conception qui permet d'accepter un certain nombre de découvertes de la science, des découvertes de l'astronomie, la théorie de l'évolution, mais de l'autre, conserver l'idée de l'existence des êtres supérieurs, d'un plan de la création et l'idée même de la création, où l'homme a un rôle important à jouer, ce qui confère à son existence un sens et même une mission. Et ça, on va en parler dans la partie 3, le côté vision du monde est très important. Pour revenir sur les différentes familles qui se rattachent à ces idées-là, et pour revenir aussi au thème de la science-fiction, il y a une branche qu'on n'a pas évoquée, qui est plus ou moins liée quand même malgré tout, qui est la scientologie, puisqu'elle est inventée par un auteur de science-fiction qui nous parle d'un passé mythologique très lointain avec des extraterrestres, etc. Dans quelle mesure la scientologie appartient à cette famille de croyances ou de récits? Elle appartient pleinement à cette famille. Et Ron Hubbard est à l'origine un auteur de science-fiction. Il publie dans les magasins de science-fiction et il connaît très bien la littérature classique de l'occultisme, à laquelle il emprunte pas mal de ses idées. Donc les rôles des extraterrestres. Seulement, il ajoute et matiner l'occultisme classique avec la psychanalyse freudienne. D'accord. Et donc, c'est ça qui se trouve au cœur de sa doctrine, donc une métaphysique occultiste avec la présence notable des extraterrestres et une théorie psychologique qui se propose d'offrir aux gens une sorte de panacée thérapeutique suffisante pour lever toutes les crispations de l'inconscient. Et seulement ces crispations et ces maladies de l'inconscient ne viennent pas uniquement de la vie individuelle, elles sont là et depuis très longtemps et
et quelque part engluée dans le psychisme individuel et transmise presque génétiquement. Ouais. Donc on voit que entre Charroux, qui est plutôt dans du chamanisme, Van Deniken, qui fait de la pseudo-archéologie, Raël, qui monte une religion, la scientologie, qui est une secte, mais qui au départ est une tentation de créer une thérapie. Et on a quand même... Enfin, c'est assez fou la diversité, et on se rend compte qu'il y en a partout, 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 partout. En fait. C'est pas, ça touche des centaines de millions de gens, tout ça, si on fait le calcul. Je ne sais pas si ça touche des millions de... En tout cas, ces ouvrages se sont vendus et par dizaines de milliers Oui. d'exemplaires, millions d'exemplaires, dizaines de millions, oui. Mais cela ne veut pas dire que tous les lecteurs qui ont acquis ces ouvrages, qui les ont lus, ont vraiment cru à ces univers fantastiques. Je pense que bon nombre de lecteurs les ont lus comme ils peuvent lire la littérature. La Et littérature comment? la littérature fantastique, la littérature fantastique, les romans d'anticipation. Ouais. Et ce qui fascinait, c'est la nouveauté de ces idées, ou leur prétendue nouveauté. Et il est très difficile d'évaluer le nombre de vrais croyants. C'est ça. Je pense que ces vrais croyants existent surtout dans les milieux relativement limités de ce que j'appelle la subculture occultiste ou la subculture New Age aujourd'hui. Mais quel est leur nombre personne ne saurait le dire. En tout cas, c'est très présent dans la culture, même la culture populaire, toutes ces thématiques-là. On va passer à la partie 3, où on a déjà commencé à traiter ça, hein, tout ce qui est vision du monde, et j'aurai d'autres questions avec d'autres traditions. Je fais une transition, avec une... en général, on fait la pause. Là, il n'y a pas de pause, mais je fais donc une transition pour vous dire que le prochain tranchant live, ce sera... Alors, du coup, ce sera pas en public. On aurait voulu, mais c'est pas possible. Ce sera le 9 décembre. On recevra Nicolas Fressinjas et on parlera de l'open science, à qui appartiennent les données faites par la science. Vous savez que normalement, quand on publie un papier en science, on doit donner le libre accès aux données, aux résultats, aux protocoles, etc. C'est pas toujours le cas, et il faudrait que ce soit plus le cas, parce que quand on est dans une situation comme actuellement où il y a une urgence pour traiter les données et avoir des résultats, ça serait bien de pouvoir y avoir accès, donc on va parler de ça. Et puis Vlad, donc demain c'est jeudi, donc demain avec Lucky on ira finir le décor, et puis vendredi on va tourner les épisodes de la petite boutique des erreurs, qui est le nouveau format. Donc on a une bande-annonce, mais elle n'a pas été diffusée parce que il y a des problèmes de timing, donc on n'a pas pu la finir à temps, mais c'est pas grave. Et donc on tourne vendredi. Voilà, ceux qui étaient là, notre dernier live un peu chill, ont pu en entendre un petit peu parler. Alors, donc vous irez Pour voir les autres, et il fallait être là. Vous irez voir le live on fêtait les 6 ans de la chaîne. Ouais. Donc voilà, donc on va tourner ça vendredi. Et donc pour ceux qui nous suivent sur les réseaux, j'ai commencé à travailler sur une vidéo sur Hold Up, le fameux film totalement conspirationniste autour de la pandémie. J'espère vous le livrer vendredi, mais alors comme on a des choses à faire ce soir, on est un peu occupé, et puis demain il y a le décor et vendredi il y a le tournage, il me reste ce soir très tard dans la nuit et jeudi soir pour le faire. Je vais essayer, mais je ne vous promets pas. Et donc ce sera une vidéo où, justement, comme on l'a dit aujourd'hui, ce ne sera pas du débunkage. Parce que débunker juste un propos, c'est pas suffisant, il faut aller un petit peu au-delà. Donc je vais essayer d'être un peu, de tirer un peu de côté et de me demander pourquoi est-ce qu'on ferait confiance à ce film, indépendamment d'une analyse des faits qui sont décrits dedans. Donc cette partie 3, c'est les visions du monde, ou une vision du monde, lorsque on adhère, ou au moins lorsqu'on partage, ou lorsqu'on apprécie des récits dénikiens, vous appelez ça dénikien pour le nom de Van Deniken, ça implique des choses, et donc notamment ça implique qu'il y a un plaisir qui est pris à croire ces choses-là. On a évoqué le statut de la preuve, on va revenir là-dessus, c'est-à-dire que nous, on a tort de croire qu'en venant dire à quelqu'un, regarde, tu crois ça pour telle raison, mais en fait, ça, on peut l'expliquer facilement. Donc, ce dessin aztèque, c'est pas un vaisseau, mais c'est un autel sacrificiel. Voilà, on a des données qui montrent que c'est vrai, donc c'est pas un vaisseau, donc t'as pas la preuve qu'il y a un vaisseau, donc arrête de croire. Bon. Et de toute évidence, ça ne marche pas, ça n'a jamais marché. De même que moi, lorsque j'ai des créationnistes face à moi,
avoir un discours sur les preuves, ça n'a jamais convaincu personne de ne plus être créationniste, ça ne marche pas. Donc c'est qu'il y a autre chose, il y a une autre dimension. Et, voilà, et donc comment on peut essayer d'expliquer avec des mots simples la genèse de ces croyances-là, et quels conseils vous pouvez donner à des gens qui, comme nous, résistons à ces croyances parce qu'on est sceptiques, qui voudrions que tout le monde croit des choses vraies et ne croit pas des choses fausses, sans être des sortes d'inquisiteurs dégueulasses qui viennent empêcher les gens de faire ce qu'ils veulent. C'est un vaste programme. Hein. Écoutez, ça vous m'est posé une question pas capable de répondre parce que donc pourquoi on croit à ce genre de choses. Voilà. Et je pense que ce qui est à l'origine de cette croyance particulière, c'est l'adhésion à une vision du monde qui implique toutes ces interprétations des objets matériels et surtout archéologiques. Et cette vision du monde est séduisante pour eux parce qu'il offre une alternative par rapport à la science matérialiste qu'ils rejettent et par rapport au christianisme qu'ils sont incapables d'adopter. C'est tout. Et les gens ont du mal à vivre dans un monde qui serait un pur chaos. Ils cherchent une vision générale qui explique tout, qui donne un sens aux choses. Et lorsque vous récusez la science et lorsque vous récusez le christianisme, il vous peu d'alternatives. Vous avez quoi? Vous avez l'islam, si ça vous chante. Vous avez éventuellement le bouddhisme, mais encore le bouddhisme auquel croient les Occidentaux, c'est une bouddhisme dans sa version occidentalisée, donc qui vient aussi de la théosophie de Madame Blavatsky. Donc les choix sont très restreints. Donc pour beaucoup de gens qui sont très remontés à la fois contre la science et contre le christianisme, il n'y a que l'occultisme, le New Age, cette troisième voie. Et donc cette vision du monde, elle est assez intéressante parce qu'elle a derrière elle un passé très noble qui la relie à certains grands systèmes philosophiques comme les néoplatonismes, à la tradition hermétique et à plusieurs courants philosophiques du XIXe siècle, comme le spiritualisme français de Victor Cousin, par exemple, comme le pragmatisme américain de William James, etc., etc. Donc, ce ne sont pas des idées complètement ridicules et primitives. Elles prennent cette allure simpliste dans les ouvrages des Danikaniens, mais au fond, elles appartiennent à une famille dont les lettres de noblesse ne restent plus à être démontrées. Et donc, cette vision du monde offre un mythe des origines qui explique l'origine de l'univers, l'origine de l'homme, l'origine des civilisations, et elle propose aussi une doctrine du salut qui existait dans le christianisme et qui existe aussi dans la vision scientifique du monde, où le salut est promis par une maîtrise technique et scientifique du milieu. Donc c'est une vision du monde assez intéressante et pas beaucoup plus stupide que les deux autres qu'elle essaye de réconcilier. Et je peux comprendre, même si je n'y adhère pas moi-même, je peux comprendre la fascination que cette vision du monde exerce sur un certain nombre de mes contemporains. Maintenant, comment les convaincre qu'ils ont tort? Ça, je ne saurais pas. Ils ont tort, mais... ils ont tort dans leur interprétation des monuments. Voilà. Ils ont tort dans leur interprétation des textes des grandes traditions religieuses. Ils ont tort dans leurs explications du fonctionnement du psychisme humain, etc. Mais leur métaphysique, elle est
est infalsifiable. On ne peut pas la démontrer qu'elle ne repose sur rien. Elle est adoptée par un acte de foi. Et moi, à vrai dire, personnellement, je n'éprouve aucun besoin de démontrer à ces gens qu'ils ont tort. Ce que j'essaye de faire, c'est de leur montrer comment leur croyance fonctionne, quelle est l'histoire de cette croyance et quels sont les présupposés de leur vision du monde. Parfois, les gens qui adhèrent à cette vision du monde ne sont pas conscients, n'arrivent pas à expliciter tous les postulats de leur conviction. Donc, mon travail, c'est celui de clarification. Mais en même temps, je ne cache pas que je ne partage pas leurs croyances. Et je sais que dans certains milieux, mon livre a été très mal accueilli dans les milieux occultistes et surtout dans les milieux de fans de science-fiction. C'était un livre qui a été très critiqué et les fans de science-fiction considéraient que tout ça, ce sont des divagations d'un professeur, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on vous reprochait? Parce que donc, j'ai lu, enfin, vous parlez de va-et-vient qu'il y a entre le monde de la science-fiction et le monde de l'occultisme. Moi, ça me semblait assez factuel. Personnellement, je suis assez fan de science-fiction et m'arrive d'en écrire. Je ne me suis pas senti du tout offensé, insulté par le livre. Qu'est-ce qu'on vous a reproché de ce point de vue-là, en fait? Par exemple, un exemple parmi d'autres, je montrais que certains thèmes traditionnels de l'occultisme repris dans la seconde moitié du XXe siècle par la théorie des anciens astronautes ont circulé dans la littérature fantastique allemande dans les années 20 et que ces thèmes se sont retrouvés par la suite à partir de 1926 et dans la doctrine nazie. Ah, oui. Et ça déplut fortement, mais moi je suis pour rien. Hitler, c'est pas un extrême qui a débarqué d'une soucoupe volante, il a vécu dans ces milieux-là et il s'est imprégné d'un certain thème. Oui. Sa fascination pour l'ésotérisme est assez connue. Enfin, d'ailleurs, on en parle même dans... S'il est dans Indiana Jones, c'est aussi pour ça, parce que l'Arche d'Alliance, etc. On a les nazis parce qu'on sait que Hitler et Hess en particulier étaient férus de... Pour Hitler, c'est pas certain, mais oui. Certains idéologues du régime nazi, comme Alfred Rosenberg, et ils s'y intéressaient et ils ont emprunté plusieurs thèmes à ce type de conception. Et donc, le fait de montrer que la science-fiction allemande des années 10 ou 20 disait la même chose que l'ensemble de la science-fiction en Europe, et ça, on considérait comme des propos sacrilèges. D'accord. Il y a une branche dont on n'a pas parlé, et en fait, quand on parle de théosophie et de ce qui la poursuit, en fait, il faudrait qu'on l'évoque, surtout lorsqu'on a évoqué le fait qu'il y a des gens qui cherchent une troisième voie, qui refusent la science matérialiste, qui refusent les religions. À l'heure actuelle, alors la scientologie, c'est ça, mais c'est plutôt aux États-Unis. En France, en Europe, on a l'anthroposophie. Ceux qui suivent la chaîne savent ce que c'est, on en a parlé plusieurs fois. Et Rudolf Steiner, qui est le père de l'anthroposophie, a été un théosophe. Donc il était un élève de Madame Blavatsky. Enfin, je ne sais pas s'il avait quand même temps qu'elle, mais il est venu un peu après, je crois. Mais est-ce que ce mouvement, je ne sais pas comment, parce que ce n'est pas une secte en tant que tel, c'est un mouvement métaphysique de croyance qui règne sur les écoles Steiner, sur pas mal de choses, qui est assez puissant en France, mais qui est en fait assez peu connu et invisible. Dans quelle mesure ça appartient à la même famille, ou est-ce que c'est un truc qui s'est émancipé? Est-ce qu'il s'est émancipé est enraciné dans les milieux théosophiques? Rudolf Steiner était membre de la Société théosophique et c'est un membre dissident qui s'est séparé de la société mère et qui a créé sa propre société, sa propre doctrine, et où il y a quelques modifications, quelques innovations, mais en gros, cette doctrine est fondée sur une théorie très proche de celle des théosophes, très proche de la doctrine secrète de Madame Blavatsky.
Mais ces mouvements, bien sûr, créent donc, au début du XXe siècle, a beaucoup évolué. Et aujourd'hui, il est connu en France, principalement, et grâce aux écoles steinériennes, où les classes moyennes aisées envoient leurs enfants. Et effectivement, je pense que l'indoctrinement steinérien n'y est pas pratiqué. On applique plutôt des méthodes éducatives inventées par Steiner, et sans se référer à la doctrine, et des méthodes qui, à mon avis, sont passablement farfelues. Ouais. Pour Mais ce sont l'endoctrinement, il y a différents types de témoignages. Enfin, on entend de tout. On entend des gens qui disent qu'il n'y a, aucun endoctrinement, d'autres qui disent qu'il y en a quand même des rites un peu particuliers. En tout cas, il y a. Dans la pratique des anthroposophes, au-delà des écoles, dans quelle mesure ces théories avec les extraterrestres, avec des civilisations passées, avec un âge d'or, etc., est-ce que ça fait partie des choses qui sont entre guillemets, cru, même si c'est dur de savoir ce que les gens croient ou ne croient pas, bien sûr, mais est-ce que ça fait partie des idées importantes qui structurent comment le monde est vu par ces gens-là? Ces idées font partie toujours de la doctrine. Ouais. Et ces idées figurent dans les ouvrages de l'anthroposophie qui sont vendus dans les librairies anthroposophiques. Il y avait autrefois une petite librairie à Paris, rue de Médicis, et tous ces ouvrages qui exposaient la doctrine classique de Rudolf Steiner étaient vendus. Maintenant, est-ce que les anthroposophes des bases lisent ces livres? Et s'ils les lisent, s'ils y croient, je ne saurais pas les dire. Est-ce que les catholiques croient à la doctrine catholique? D'après les sondages, par exemple, une partie importante de catholiques français ne croient pas à la vie après la mort. C'est quand même formidable. Et de même, il est tout à fait possible que les membres de la société steinérienne ne croient plus à la doctrine du fondateur de la secte ou de la société. Et je pense que beaucoup des parents qui, dans les quartiers chics, envoient leurs enfants dans les écoles steinériennes n'ont aucune idée de la doctrine du fondateur de la société. Alors, bon, ça c'était la parenthèse anthroposophie. Donc, votre livre, il date de l'an 99, hein, donc il y a 20 ans maintenant. Depuis cette époque-là, il s'est passé des choses, notamment il y a eu Internet et puis il y a eu plein de gens qui ont pu mettre en avant toutes ces théories. Et notamment le film La Révélation des Pyramides. Est-ce que vous l'avez vu, ce film? Non. Bon, alors je voulais en parler avec vous, mais donc c'est dommage. Qui reprend pas mal de ce genre. C'est plus de la pyramidologie, c'est plus une branche un petit peu à côté où on dit qu'il est inexplicable que ces objets, ces pyramides et d'autres sites sur la Terre aient été faits par des humains de l'époque. Le documentaire ne dit qu'à mi-mot que ça parle d'extraterrestres, parce qu'en définitive, il faut regarder les conférences pour le comprendre. Voilà. Ça. Le mot extraterrestre n'est pas prononcé. En tout cas, on nous explique que c'est pas possible que les humains de base, surtout dans ces pays-là, vous comprenez, à cette époque-là, aient pu faire des objets, des monuments aussi parfaits. Donc il faut une autre explication. Donc on a notamment l'idée que l'Atlantide serait impliquée. Et l'idée d'Atlantide, de Lémurie et de Mu, c'est la même tradition hein, avec Madame Blavatsky et George Ward et compagnie. Mais en gros, je voulais vous demander dans quelle mesure, dans ces récits modernes, actuels d'Internet, est-ce qu'il y a du neuf ou pas? Mais si vous ne l'avez pas vu, c'est dommage. Mais est-ce que vous avez vu, vous, des choses passer depuis 20 ans sur Internet ou ailleurs, et vous vous dites, tiens, ça c'est marrant, parce que ça c'est nouveau. Est-ce que c'est vraiment toujours la même chose? Mais j'ai l'impression, à vrai dire, donc vous venez de le rappeler, mon livre date du siècle précédent. Ah oui, donc, je n'ai pas consacré beaucoup de temps à suivre le développement de ces idées, mais le peu que j'ai vu me donne l'impression qu'on est toujours dans le même, que les innovations sont quasiment inexistantes, mais ces idées circulent. Je me souviens d'un scandale très récent qui date, je pense, du mois de septembre, le célèbre entrepreneur américain, Elon Musk, donc le propriétaire de SpaceX et de Tesla, il a fait un affirmé que les pyramides, selon lui, égyptiennes,
ont été bâtis par des visiteurs extraterrestres. Alors, Donc, une idée très classique. Le alors, ministre de la Culture de l'Égypte s'est scandalisé, a protesté dans les médias. oui. Et bon, Alors, probablement, ces messieurs croient à ça. probablement, c'était du trollage de sa part. Et il est connu pour avoir un comportement un peu erratique. Et sans doute qu'en fait, il a voulu troller parce qu'après, justement, il a rajouté un lien. J'ai oublié l'histoire en détail, mais moi-même, j'avais partagé ce truc de Elon Musk en me disant quand même, il y va fort, même s'il y croit pas, c'est un peu abusé de laisser croire ça. Et en fait, il a voulu troller. Et ce qui est dommage, c'est qu'il aurait pu aller plus loin en expliquant pourquoi c'est pas possible de penser ça en étant rationnel. Bon, mais donc là, en l'occurrence, je crois il faut pas lui faire un faux procès. C'est pas sûr qu'il dit ça en y croyant, à mon avis. Ça, on ne sait jamais qui croit à quoi. Est-ce que les scientifiques qui analysent la théorie croient à ces interprétations? Alors, j'ai une autre question un peu par rapport à la vision du monde, et puis je me tourne vers Vlad pour lui demander de faire remonter, parce que là, il est 9h30, et moi j'ai fait le tour des questions principales que je voulais poser. Donc si le chat a des questions, allons-y, n'hésitez pas à les faire remonter. Il y a dans cette vision du monde, dans ce rejet du monde éclairé par la science, l'idée que le monde est un peu rejeté. Est-ce que il n'y a pas un risque que ce soit vecteur de haine, de détestation du monde tel qu'il est, et te dire le monde réel n'a aucune importance, puisque ce qui est important c'est l'âme, le dualisme matière, esprit, c'est l'esprit qui est important, etc. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque de laisser le monde aller à volo, quoi, alors que si on était plus matérialiste, au sens métaphysique, alors on se dirait, le monde réel, c'est tout ce qu'on a, il faut qu'on le sauve. Est-ce que cette dérive que j'évoque, c'est juste un fantasme, ou est-ce que c'est un vrai risque? Ce risque existe, mais parfois c'est le contraire qui s'est produit. Par exemple, pour Louis Powell, c'est Jacques Bergier. Cette nouvelle vision du monde pouvait nous apprendre à aimer les mondes, à s'y intéresser, à découvrir le pays de la science. Donc, la vision était très optimiste, très affirmative et très tournée à la fois vers le monde réel et vers les progrès. Mais bien évidemment, le contraire peut se produire également. Je pense ici aux suicides qui ont fait la une de la presse il y a une vingtaine d'années, au moment où le livre paraissait, en 1999, les suicides de deux petits groupes sectaires, Heaven's Gate, la porte du ciel, et l'ordre du temple solaire. Ces gens-là, leur doctrine était très similaire à la théorie des anciens astronautes. Et donc ces gens estimaient que donc l'humanité avait été créée à l'origine par des extraterrestres, que le monde n'allait pas très bien parce qu'il a oublié les messages que les extraterrestres nous ont laissés, que maintenant il arrivait à sa fin, détruit, et qu'un vaisseau spatial s'approchait de la Terre pour accueillir les âmes désincarnées des élus, c'est-à-dire d'eux-mêmes, des adeptes du secte, avant l'apocalypse terminale. Donc, leurs gourous leur ont expliqué qu'il fallait se suicider pour libérer leurs esprits qui allaient donc rejoindre le vaisseau spatial. Donc, chez eux, effectivement, il y avait un rejet total, le monde tel qu'il est, et même le rejet de leur existence matérielle, parce qu'ils espéraient pouvoir poursuivre leur vie dans une existence supérieure, spirituelle. Donc ça, c'est effectivement une fin tragique de deux groupes qui adhéraient à peu près à la même doctrine et qui les a conduits à des suicides collectifs et en série. Donc ce danger que vous évoquez est tout à fait réel, mais ce n'est pas un danger propre au milieu occultiste. Par exemple, les fondamentalistes protestants aux États-Unis qui croient à la fin imminente du monde, à ce qu'ils appellent rapture, ils estiment que toute préoccupation écologique est superflue. Nous n'avons plus à nous occuper de notre planète puisqu'elle sera bientôt anéantie dans cet apocalypse qui se prépare. Donc, il suffit de se convertir et attendre que la Terre soit détruite pour aller rejoindre le paradis du ciel. Il y a une autre dimension aussi à ça, c'est une dimension idéologique
d'estime de soi, de vision un peu de là où on est. On a évoqué Hitler. Bon, on va en dire deux mots un petit peu. C'est que c'est des théories qui sont nées, me semble-t-il, vous me direz si je me trompe complètement, et je pense que je ne me trompe pas complètement, qui sont nées en réaction à des sciences qui sont arrivées au 19e siècle et qui nous expliquaient que l'écriture, elle n'est pas née en Europe, elle est plutôt née au Moyen-Orient. Il y a plein de gens qui avaient des cultures très développées avant nous, à l'époque où l'Europe était un petit peu sauvage, barbare, il y avait des choses, et les gens européens dominants, on veut dire, au XXe siècle, qui étaient installés dans l'idée que la culture rayonne de chez nous, c'est nous qui savons, c'est nous qui portons la civilisation ailleurs, voulaient résister à ce nouveau récit de l'histoire du monde qui retirait le rôle d'origine de la culture à notre civilisation, à nous. Et donc on voulu fantasmer une autre origine qui viendrait du Nord, hein, l'Hyperborée, etc. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas une dimension profondément, ou pas profondément, raciste à cette théorie et qui peut expliquer leur trajectoire après? Oui, effectivement, vous avez raison. Il y a au XIXe siècle une réaction qui, à l'origine, était d'abord antisémite plus que raciste, mais très rapidement aussi raciste. Effectivement, cette idée que nous devons tout au christianisme, donc né en Palestine et inventé par le peuple juif, cette idée était insupportable pour certaines franges qui adhéreront très vite au parti nazi. Et on a inventé déjà au XIXe siècle de Hyperborée, donc cette contrée située quelque part au nord et où les êtres venus des étoiles auraient déposé les trésors de sa sagesse. Donc ça serait là le véritable berceau de la civilisation. Et selon eux, Jésus aurait été originaire de cette contrée hyperboréenne. Donc les christianistes ne devraient rien aux juifs, tout aux Ariens blancs venus du nord. Donc ça, c'est une vision qui était avant tout antisémite. Et donc on connaît son succès dans pas mal de pays, dans la première moitié du XXe siècle. Mais il y avait aussi un volet raciste. La grande question au XIXe siècle était si cette inspiration reçue par les terriens et transmise par les messagers venus était offerte à l'ensemble de l'humanité ou uniquement à une fraction de l'humanité. Si on adoptait ce premier postulat, alors nous sommes tous frères, parce que nous sommes tous héritiers de la tradition de la sagesse extraterrestre. Si ce message ou ces dons génétiques est conféré uniquement à une partie de l'humanité, alors il faudrait en conclure qu'il existe une race de seigneurs et que les autres humains ne sont que des êtres semi-bestiaux. Et c'est explicitement présent dans certains textes, cette idée-là. C'est explicitement présent chez Robert Charroux, par exemple, dont les textes sont carrément racistes et antisémites. Oui. Alors, bien sûr, on n'est pas en train de dire que tous ceux qui croient à ces idées-là sont forcément des racistes et des antisémites. Je suis en train de m'interroger sur pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de mettre en avant ces idées-là à un moment donné. On a tous des besoins d'image de nous-mêmes, et quand on voit que l'explication qu'on avait sur le monde est complètement foutue en l'air par des nouvelles explications scientifiques, il y a parfois des réactions qui peuvent être compréhensibles, notamment celle-là. Et donc cette tradition plus ou moins raciste qu'on a pu voir, dans quelle mesure elle a... est-ce que c'est une dimension qui a disparu, qui s'est étiolée, on a eu le nazisme, on a vu ce que ça produit et les gens ont arrêté, ou est-ce que ça continue plus ou moins? Parce que, pour ne rien vous cacher, dans les critiques qui sont faites notamment aux penseurs actuels, derrière les pyramides, là, monsieur Grimaud, il y a quand même des propos dans ces conférences où il y a cette idée qu'il y aurait une race supérieure à d'autres. Ça revient, alors il n'est pas très explicite, mais il se plaint beaucoup qu'on le traite de raciste sans que personne n'ait besoin de le faire, donc c'est assez amusant qu'il soit dans cet auto-bashing. Est-ce que cette dimension-là, elle est consubstantielle, ou est-ce qu'il y a des branches qui sont complètement vierges de ces idées-là?
Je pense que cette dimension n'est pas consubstantielle. Tous les occultistes ou tous les adeptes du nichéisme n'y sont ni racistes ni antisémites. Je pense que c'est même la majorité d'entre eux. Mais ces milieux, comme tous les autres milieux, sont atteints aussi de ces mots horribles que sont le racisme et l'antisémitisme. Donc c'est pas le monopole, c'est ni un trait consubstantiel de cette subculture, ni son monopole, ce sont des idées qui circulent largement dans nos sociétés et dont on n'arrive pas depuis des siècles à se débarrasser. Alors, bon, du coup, on va pas pouvoir parler de ce qui se passe actuellement sur Internet parce que c'est un peu trop neuf, mais dans votre livre, vous expliquez qu'il y a une trajectoire comme ça en cloche, qui a un succès phénoménal dans les années 70, en tout cas dans la publication, dans le monde éditorial, et puis ça s'est tari, et puis dans les années 80, ça n'a pas disparu, mais c'était un peu en sourdine. Est-ce qu'on sait pourquoi il y a eu ce succès et puis cette disparition plus ou moins dans les livres publiés? Oui, donc effectivement, si on fait les comptages des livres à la fois publiés et imprimés, on voit cette courbe en cloche, donc ça commence très bas et cette courbe atteint son apogée autour de 1975 pour retomber à la suite. Je pense que cette courbe reflète plutôt un phénomène commercial. Et comme avec toutes les modes, quels qu'ils soient, yo-yo, hula hoop, les cubes de Rubik ou les looks Brigitte Bardot, donc quelqu'un lance une innovation à un moment ou un autre. C'est un événement aléatoire. Et cette première innovation permet de découvrir qu'il est commercial et cette innovation crée une demande. Donc, tout le monde s'engouffre, on continue à produire ce type de produits jusqu'au moment où les marchés saturaient, la demande s'épuise, ça retombe, et donc on arrive au niveau du plancher à nouveau, au terme d'un processus assez long, parce que cette histoire moderne de la théorie des anciens astronautes s'étale sur un demi-siècle. Ça commence dans les années 50, ça s'épuise et à la fin des années 90, avec ses pics au milieu des années 1970. Donc, un assez typique phénomène commercial. Donc, maintenant, un jour, peut-être à nouveau, cette courbe va décoller du plancher parce que des générations nouvelles oublieront ces types d'idées et seront contentes de les découvrir si un auteur inspirer à un moment donné à l'intelligence de les recycler tout en leur donnant une forme particulière. Pour l'instant, tout ça existe dans une niche relativement circonscrite, surtout dans les milieux d'un côté New Age, de l'autre autiste. Et alors, est-ce que le fait que la culture populaire, les films, les blockbusters, est beaucoup emprunté à ça, et du coup c'est devenu un peu mainstream, est-ce que d'une certaine manière, c'est un peu ambigu parce que bien souvent les gens qui sont dans l'ésotérisme n'aiment pas être à la mode, ils veulent être à contre-courant. Donc est-ce que dernièrement, quand c'est devenu à la mode, est-ce que les puristes, les croyants, ont fait évoluer leurs croyances pour se démarquer un peu du tout venant, des gens qui ont joué à Assassin's Creed et qui s'imaginent qui connaissent la théorie. Est-ce qu'on a des mouvements comme ça presque de purisme des tenants? Bien évidemment, ça existe parce que dans cette subculture ou dans la subculture, vous avez à la fois le volet savant, sophistiqué et très philosophique, et un volet populaire. Donc, le danicanisme appartient à ce volet populaire vulgaire qui est méprisé, qui était toujours méprisé par ces mystères de pacotille, comme disaient les ésotéristes. Et donc ces courants existent, il est très élitaire et difficilement accessible, les livres qui les représentent sont très savants, et les ésotères n'ont que du mépris pour les danicaniens, pour tous ces charros et Daniken, qui selon eux offre une version
et abâtardit des idées très nobles. D'accord. Alors, dans le chat, il y a parmi les questions, alors, il y a beaucoup de questions qui sont plus d'ordre comment on sait si un tel truc est extraterrestre ou pas extraterrestre. C'est pas le sujet de ce soir. Hein. Ce soir, on fait de l'anthropologie. Et donc, on s'intéresse à comment les idées sont nées et pourquoi elles ont du succès. Et ça me paraît intéressant parce que ça, au moins, on peut avoir des réponses. Est-ce qu'on peut dater... On peut donner une réponse très rapide à vos... Oui. Et s'ils ont un monument historique qui témoignerait de la présence des extraterrestres chez nous, ils n'ont qu'à se dire que la meilleure preuve de l'existence des êtres intelligents dans les cosmos est qu'ils ne viennent pas nous visiter. Oui, je connais cette blague. Ils sont tellement intelligents qu'ils restent loin. Mais malgré tout, donc, il y a des questions qui reviennent. Je ne sais pas si elle est pertinente, mais en tout cas, elle est revenue. Est-ce qu'on a une idée de la date de la plus ancienne croyance dans la visite extraterrestre? Parce que vous avez évoqué l'idée que autrefois, c'était pas pensable des vaisseaux spatiaux. Donc, est-ce qu'il a fallu attendre que l'humain construise des capsules et des vaisseaux, et des fusées, pour que on commence à se dire tiens, eux, ça fait pareil? Ou est-ce que ça a préexisté à notre capacité à nous à se déplacer dans l'espace? Je sais pas si je suis clair dans ma question. Je vois ce que tu veux dire parce que je l'ai lu poser plein de fois, donc je sais pas. C'est clair ma question? L'idée est très ancienne. Bien sûr, l'idée que des extraterrestres, les gens viennent du ciel dans leurs vaisseaux spatiaux, dans leurs soucoupes volantes, ça c'est une idée relativement récente. Mais l'idée de la création de l'homme par des gens venus des étoiles, par des êtres supérieurs venus des étoiles, et ça fait partie des mythes gnostiques de l'Antiquité. Et un des traits particuliers des mythes des créations gnostiques est les mythes de la double création. Ce n'est pas Dieu qui crée l'être humain et notre planète, ce sont des démiurges, donc des dieux subalternes et inférieurs, et qui seront au XXe siècle assimilés aux extraterrestres, qui descendent du ciel et sur notre terre pour créer donc l'être humain. Et donc les mythes des créations bibliques parleraient selon ces interprétations gnostiques, non pas de la création par des dieux, mais par ces divinités subalternes venues ici des étoiles, du ciel, et pour être à l'origine de l'homme. Donc l'idée est très ancienne. C'est une idée propre à des mythes religieux. Et donc ces mythes-là, ils ont été récupérés par ces théories-là? Ou est-ce que c'est séparé? Non, les mythes gnostiques sont explicitement cités dans la littérature. À la fois occultiste, théosophique, les mythes gnostiques sont également cités par Louis Pauwels et par Robert Charroux et par Erich von Däniken. Il y a une question intéressante pourquoi est-ce que les partisans de la théorie des anciens astronautes ne trouvent de preuves de leur théorie que loin de par chez nous, de l'Europe occidentale? Ils vont à l'île de Pâques, ils vont en Corvat, ils vont voir les pyramides. Il y a une raison à ça? Non, pas nécessairement. Les mégalithes de Stonehenge. C'est vrai. Les mégalithes de Stonehenge. Ah oui. Et Däniken citait aussi un fresque d'un monastère en Serbie qui représenterait, selon lui, une soucoupe volante. Donc la Serbie, c'est pas loin de chez nous. 1 heure de vol, comme on disait le journaliste autrefois. Et donc non, la plupart peut-être la plupart des preuves, effectivement, sont situées très loin, mais ils sont situés dans les contrées que les touristes occidentaux fréquentent par dizaines de milliers. Oui. Donc rien n'est aujourd'hui loin. Finalement, la question n'était pas... Enfin, c'est marrant de voir la question, on peut la retourner, elle repose sur des présupposés pas forcément corrects. Il y a des gens qui demandent, est-ce qu'on a des preuves mises en avant par cette théorie qui ne sont pas encore réfutées? C'est pas tellement le sujet de l'émission, mais enfin, si vous avez des réponses à ça, ça peut être intéressant. Est-ce qu'il y a des propos défendus par les tenants croyants, et vous dites ça, il n'y a pas ils pourraient avoir raison, en tout cas, là, on n'a pas la preuve que c'est faux? Et non, pas à ma connaissance. À ma connaissance, il est pour les anthropologues, pour les archéologues ou les préhistoriens, que toutes les preuves invoquées en faveur de cette théorie sont fausses, archi-fausses, fausses. Et
C'est pas comme ça que les scientifiques raisonnent. Et les scientifiques considèrent qu'il y a des explications beaucoup plus simples et beaucoup plus rationnelles de ces faits archéologiques. Dans aucun cas, on a besoin d'aller chercher des extraterrestres pour comprendre ces édifices ou ces représentations iconographiques. Donc, moi, j'ai une réponse à ça. Il y a quand même les piles de Bagdad. À ma connaissance, on n'a pas encore d'explication totalement satisfaisante pour expliquer comment on a ces structures qui ressemblent à des piles, donc un empilement qui pourrait générer de l'électricité à une époque très très lointaine, bien avant Volta et compagnie. Donc il y a peut-être comme ça des artefacts qu'on n'a pas bien expliqués, mais ne pas avoir d'explication ne valide pas l'explication fantastique que quelqu'un pourrait venir. Sinon, on commet un appel à l'ignorance et c'est un sophisme. Et par contre, j'ai une question qui est peut-être plus orientée vers l'anthropologie, hein, et on finira là-dessus. Est-ce qu'on peut dire un ou deux mots sur l'évolution de cette croyance et son devenir en fait? Est-ce que vous voyez, soit dans la culture actuelle, soit dans les prolongements de cette culture, une évolution? On pourrait dire ça, voilà, telle croyance va devenir majoritaire, celle-ci va disparaître, celle-ci va apparaître. Est-ce qu'on a des pistes pour dire des choses comme ça? Et pour avoir de telles pistes, il faudrait être prophète. Un peu. Les chercheurs ne connaissent pas le futur, et la plupart d'entre eux en tout cas. Et je pense que cette théorie des anciens astronautes est épuisée aujourd'hui, voilà. Et qu'elle ne renaîtra pas, puisque cet imaginaire de soucoupe spatiaux a fait son temps. Aujourd'hui, en fait, vous répondez finalement. Vous répondez. Pardon? Ou vous faites le prophète. C'est ma croyance. J'ai l'impression que cette théorie particulière a du plomb dans l'aile. Mais en même temps, et puisque nous, la plupart de nos contemporains ne croient plus qu'on puisse rejoindre les autres galaxies en vaisseau spatial, et la préférence des gens qui veulent entrer en communication avec des extraterrestres va vers des techniques beaucoup plus anciennes et éprouvées, comme les contacts télépathiques, qui est pratiqué par les amateurs du channeling. Là, effectivement, vous vous branchez immédiatement et sur les lumières des ondes astrales à des entités qui habitent dans des autres galaxies, et vous pouvez faire une causette, ils vous expliquent l'origine et l'avenir de l'univers. Donc c'est plutôt ces croyances-là, selon vous, qui vont revenir un petit peu sur le devant. Ces croyances existent, n'ont jamais. Elles sont très souvent associées à cette métaphysique qui est constituée les sous-bassements de la théorie des anciens astronautes. Donc, ce qui est laminé, c'est peut-être l'archéologie fantastique et les voyages en soucoupe volante, mais l'essentiel de cette métaphysique reste intact. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué et vous vous dites quand même ça c'est malheureux, il faudrait qu'on en parle, un aspect qu'on a fait qu'effleurer que vous voudriez, parce que là il nous reste 5 minutes pour finir ça, autant finir en beauté. Non, je pense que nous avons fait le tour de la question, abordé les principaux aspects du problème. Après, on pourrait entrer dans les détails, mais ce n'est pas l'objectif ce soir de disséquer les petits détails. L'essentiel, c'est de comprendre que cette théorie fait partie d'une subculture qui a une longue histoire, que cette histoire, c'est non seulement celle de plusieurs organisations, sociétés occultistes, sectes parareligieuses, que cette histoire, c'est aussi celle d'une vision du monde, qui peut se retrouver à la fois dans des métaphysiques populaires comme celle de Charot ou d'Aniken, mais aussi dans des très belles conceptions philosophiques et qui sont connues de William James et de Henri Bergson, par exemple.
le son parfois part un petit peu. Écoutez, moi je vous remercie beaucoup d'avoir été là. J'espère vraiment que votre livre il sera réédité parce que là c'est impossible de se le procurer. Si vous l'avez chez vous en double, envoyez-le moi parce que ça m'intéresse de l'avoir en papier parce que là en PDF c'est pénible à lire. Voilà, vous avez, enfin écrivez-nous, on vous donnera notre adresse. Je suis hyper intéressé par ce livre en papier. Donc il rejoindra la bibliothèque des livres. Mais non, parce que voilà, on a les annales, vous en avez parlé tout à l'heure, les annales ultra chic où on range la littérature un peu ésotérique, un peu bizarre. Vous, c'est une analyse rationnelle, rationaliste, scientifique de la question, donc c'est pas le même rayon en tout cas. Ça c'est un peu séparé. On a différents rayons dans la bibliothèque. Merci. Donc j'espère que c'est un sujet qui, enfin, même si vous dites qu'il est en perte de vitesse. Dans nos sphères à nous, c'est quelque chose qui est très présent. Peut-être parce que nous, même, on est dans une subculture qui est celle de la zététique, donc on est au contact de ces croyances-là parce que ça nous intéresse, on trouve ça au moins amusant, au mieux intéressant et fascinant. Et parfois on se moque un peu trop, mais bon, c'est comme ça. J'ai pas ça pour toi, Magique. Parce que les gens peuvent interpréter que je te regarde que tu te moques, mais c'est pas ça. Vlad, as-tu un mot de la fin à dire ou une réflexion, quelque chose? Non, pas vraiment. J'invite les gens du chat, si vous voulez vraiment être sûr de ne pas poser des questions pour rien, rappelez-vous que quand on invite un expert, c'est que c'est un expert sur un domaine et que poser des questions, par exemple, là, poser des questions sur l'archéologie, ça n'avait pas forcément forcément beaucoup d'intérêt pour l'invité qu'on avait. Il était ici en sa qualité d'anthropologue, c'était indiqué dans la description. N'hésitez pas avant de poser une question, de revenir un petit peu dans la description, de revenir sur l'invité qu'on reçoit pour rester dans le sujet. Il y a eu énormément de hors-sujet ce soir, bon, on s'y attendait parce que le sujet est un petit peu rigolo, qu'on en a déjà parlé, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues sur la chaîne, notamment à la suite de Grimaud, donc on s'y attendait. Mais ouais, n'hésitez pas à essayer de recentrer un petit peu sur le sujet véritablement de l'émission et vous verrez que ça facilitera considérablement le travail des modérateurs. Voilà. En tout cas, merci d'avoir été là. Merci infiniment. Combien vous étiez? 1500 et quelques, 1600. Ça nous fait plaisir. On se retrouve le 2 décembre en direct. Dans l'intervalle, je réfléchis. Oui, c'est ça. Dans l'intervalle, il y aura plein de choses. Mais en tout cas, merci beaucoup à Victor Stoskowski. J'espère que j'ai bien dit le nom. Merci de votre invitation. Merci. Et bon courage avec vos travaux qui mettent en colère tous vos collègues des sciences humaines. Je pense qu'il faut avoir cette approche d'anthropologie du temps présent parce que sinon on a facilement l'impression que nous on est nous et que les autres sont des objets, mais que nous il faut surtout pas que nous on a accès au réel. Et les gens qui croient avoir accès au réel disent des bêtises dans les médias, surtout que quand ils sont médecins, qu'ils ont une blouse blanche, ils disent moi j'ai accès au réel et c'est jamais vrai. Voilà, c'était le mot de la fin. Bonne soirée, merci beaucoup Lise. Tu peux envoyer le générique si tu veux. À bientôt. Mm.